Bon dia Olef, sauf oral. Euh, J'aimerais quand même qu'on parle un peu du MFDC, de ses élites. Et peut-être aborder rapidement un ou deux articles de statut du MFDC. Dans l'interprétation historique, qui aurait un MFDC initial différent du MFDC New Look qui serait né dans les années 80 et que porta la figure charismatique de l'abbé Diamacoune, mais aussi par les plus jeunes comme Nkrumah Sané et des combattants comme Salif Sadio. On ne va pas les citer tous. Ce qui est intéressant ici, c'est de voir que cette dichotomie, on peut la discuter entre un ancien et un nouveau. Parce que dans l'ancien et le nouveau, ce qu'on tente d'utiliser pour les différencier, c'est le fait que l'ancien n'est pas porteur de message autonomiste d'indépendance, tandis que le nouveau le serait. Comment on peut le distinguer? C'est à travers certainement les statuts. Mais au-delà des statuts, parce que ce serait une question d'interprétation, on peut aussi avancer certains éléments annonciateurs. Parce qu'en termes de résistance, tant qu'à parler de résistance, c'est bien celle des ancêtres qui est mise en valeur. L'abbé Diamacoune le réussit très bien à démontrer combien, depuis l'avènement du contact atlantique ou des pouvoirs adventistes dans les rivières du Sud, la Casamance singulièrement a toujours résisté, que ce soit les Anglais en Gambie, que ce soit les Portugais dans l'ensemble du territoire et plus tard les Français. Et il dit bien que de tout temps, les peuples casamanciens ont résisté à ces invasions. Et c'est ça qui met en valeur. Mais alors, est-ce que le MFDC initial n'avait pas aussi une telle lecture de ses ancêtres? Parce que si on réussit finalement à dire que, qu'il soit ancien ou nouveau, mettre en valeur la résistance des ancêtres contre le système colonialiste, qu'ils viennent d'Atlantique ou d'ailleurs, est bien la preuve ainsi que les élites, anciens ou nouveaux, ont toujours mis au devant la mystique de résistance de leurs ancêtres pour dire que la Casamance est heureuse et invaincue et qu'ils préfèrent eux-mêmes se prendre en charge que de toujours rester à la traîne du système colonialiste. Je crois que c'est pourquoi nous disions, au-delà des statuts, nous pouvons voir d'autres traces qui manifestent cette revendication de la résistance des ancêtres qu'ils veulent hériter. Quand bien même le fait que ce soit Antoine Turner ou que ce soit Christian Roche, dans leurs travaux sur l'histoire de la Casamance, l'un, l'archiviste, a bien démontré que les sources de l'histoire de la Casamance, en relation avec la résistance, à travers la lecture qu'on peut avoir des ancêtres, prit fin en 1920. Christian Roche, de même, limite la temporalité de la résistance aux années 1920. C'est qu'à partir de 1920, il y eut un nouveau contexte dans l'AOF. Il faut le comprendre. C'est pourquoi, dans les archives, à partir de 1920, on considéra que, pris fin la résistance armée, et naquit une nouvelle forme de résistance qui est plus ou moins pacifiste. C'est que la résistance n'a pas toujours été armée. Dès 1914 déjà, par Alain Dissot Bassène, tel que la porta dans les années 1940, Aline Suediata, mais qui fit une résistance pacifiste. Mais comment le démontrer avec les élites? Rappelez-vous bien, nous commençons cet exercice de discussion sur l'histoire de la Casamance en évoquant l'histoire du patron du lycée Guignabo, en glissant entre les lignes dans notre narratif le fait ainsi que dans les années 30,
des élèves de l'école coloniale d'origine casamançaise montèrent une pièce théâtrale sur la figure de Djignabo Bassène, la pièce Bugolo. Et que donc, malgré le fait qu'ils sont formés par le système colonial pour aller trouver d'autres moyens de convaincre leur population de rejoindre le système colonial français, eux décidèrent autrement de mettre en valeur, en l'occurrence Djignabo Bassène, jeté dans la mémoire collective en tant que figure de la résistance de la Casamance. Ainsi naquit déjà dans l'école coloniale, dès les années 1930, avant même qu'on ne connût celle qu'on appela Aline Diatta, mais précédemment, donc dans les années 14, il y avait déjà Bassène. Et donc, les élites formées à l'école coloniale jetaient dans la mémoire collective l'idée de résistance de leurs ancêtres et l'assumaient pleinement. Ils assumaient pleinement le passé de leurs ancêtres, quand bien même le fait que Djignabo a été vaincu. Ce sont ces mêmes élites d'origine casamançaise qui avaient utilisé les armes culturelles que l'éducation coloniale leur donna pour monter une pièce théâtrale et qui, sous l'Union française, utilisèrent ces mêmes armes intellectuelles pour mettre en place un mouvement politique régionaliste qui s'appelle Mouvement des forces démocratiques de la Casamance. Mouvement, ça veut dire quoi? C'est pas un parti. C'est-à-dire une association de tous les fils de la Casamance, quelles que soient leurs obédiences politiques. Eux, ils cherchent à rassembler. Le mouvement, c'est différent du parti. Il n'est pas partisan, il est rassembleur à travers une certaine forme de conscientisation. C'est ça le MFDC. Peut-on dire qu'ils n'étaient pas des résistants? C'est que, comme nous disions, la matière impose la méthode. Selon la forme de colonisation que le système apporta, rencontra jadis nos ancêtres qui ont résisté avec les armes. Aujourd'hui donc que le système colonial veut pénétrer la Casamance par l'intellect, ces élites s'armèrent d'armes culturelles comme le théâtre pour dire non au système colonial, s'armèrent d'armes intellectuelles ou politiques comme le mouvement MFDC et rassemblèrent tous les fils de la Casamance pour dire non au système colonial. Mais de quelle manière ils allaient le dire? Allons voir les statuts. Quelque part, avant même de toucher ces statuts, osons dire tout de suite, le discours de Diamacoune, qui n'a jamais pris les armes contre le Sénégal, ne diffère pas du discours des Émile Badiane qui montrèrent les MFDC de l'époque. Je le dis dans Guerre incivile, la marche de 1982. C'est l'État qui utilisa la force contre les populations casamançaises. Sinon, ce sont des armes intellectuelles que le MFDC mit sur la table. C'est une question politique comme dans les années 1946 ou bien même avant Aline Sitoé Diatta, des intellectuels ont mis à l'avant la résistance de leurs ancêtres et renseignés par cette mystique de résistance, ils ont utilisé des armes politiques, des armes culturelles pour mettre en place les MFDC. Que disent les statuts du MFDC? Vous savez, j'enseigne la révolution haïtienne. Et souvent, avec les étudiants, on se pose la question, comment le système colonial peut penser que les idées donc de lumière, de libération, de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, comment peuvent-ils penser aussi naïvement que les Africains dans la condition d'esclaves ne puissent pas être conscients de la nécessité de se soulever pour réclamer leurs droits conformément à cette déclaration? C'est le même cas qu'on pourrait
reposer ici sous forme de contexte. C'est-à-dire que comment se fait-il que la Casamance, ou que ce soit Antoine Tenin, nous l'avons dit, ou Chrétien Roche, on considère que la résistance était là jusqu'en 1920 et que jamais le système colonial n'a réussi à assujettir les populations, les peuples de la Casamance. Comment peuvent-ils croire que en 1946, l'Union française, les élites casamançaises éduquées qui, comme nous l'avons dit, dès les années 30 déjà, mettaient en valeur l'histoire de leurs ancêtres, à une période marquée par des revendications d'autonomie et de progrès social dans les territoires africains, ces populations casamançaises qui vantaient Guignabo ne puissent pas, elles aussi, ces élites casamançaises, faire les mêmes revendications tout en sachant que le système colonial a échoué et qu'il a laissé grandement cette devise de la Casamance heureuse et invaincue. Comment peut-on y croire en fait? Est-ce que les MFDC, qui sait bien l'histoire de Guignabo au point de le théâtraliser, ne pouvaient pas, à cette époque-là, penser à Guignabo et dire « Oui, la France, désormais, vous aviez décidé de nous traiter d'égal à égal, eh bien, rendez-nous notre autonomie. » Comment peut-on, en instant, penser que les Dafé, les Diallo, les Badian, les Diatta n'ont pas pensé ainsi en la mémoire de leurs ancêtres et que seul Diamacoune, dans les années 70, donc, est capable de reconnaître la valeur de ses ancêtres et de leur non-assujettissement par le système colonial? Comment on peut penser que c'est le seul capable de reconnaître ça à ses ancêtres? Non. On peut le voir dans les statuts du MFDC lui-même. Établissons une chose à partir de 1946. Quand bien même l'Union française arrive en octobre 1946, à partir de février, un décret établit le Conseil général. Et dans ce Conseil général, bien évidemment, la Casamance qui était la 4e circonscription. C'est intéressant de savoir que les MFDC évoquent comme quoi ils sont la circonscription, ils sont dans la circonscription de la Casamance. La Casamance donc était la 4e circonscription, d'où l'on devait élire des conseillers qui devaient aller au Conseil général qui a remplacé le Conseil colonial. Après viendra l'Union française donc en 1946, mais en octobre. Mais à ces élections-là, c'est ce qui se revendiquait comme des Casamanciens, dont Émile Badian, avait constitué une liste indépendante, refusant de s'affilier à aucun autre parti au sein de ce qu'on appelait donc avant 1946, octobre 1946, la colonie du Sénégal. Et que donc, cet esprit, si j'ose dire, de revendication d'appartenance à la région Casamance est une forme de résistance à une échelle que l'on voudrait y établir. Si vous voulez, vous pouvez la voir minime, mais on peut bien considérer déjà que c'est un grand pas et une forme de résistance, ici, dans un cas purement politique. Et à partir de là, on va voir comment les MFDC naît en statuant, bien évidemment, qu'ils ne collaborent, qu'ils restent autonomes et qu'ils ne s'engagent aux côtés d'aucun autre parti, que ce soit sur le plan régional, ou que ce soit sur le plan fédéral, ou que ce soit sur le plan métropolitain. Les objectifs des MFDC sont assez clairs, d'accord? C'est-à-dire que démocratisation, amélioration des conditions de vie et unité des populations casamançaises. Ou soforal, on aurait dit aujourd'hui. Mais quid de la notion d'autonomie? Mais le MFDC le revendique aussi d'une autre manière, il faut oser le dire. Comment il le dit dans les statuts? Il dit bien qu'il est indépendant de tout mouvement, qu'il soit régional, fédéral, métropolitain. N'est-ce pas là une manière de revendiquer une identité en casamançaise, malgré le fait qu'il soit dans ce qu'on appelle donc, si je prends le cas de la création du décret de création du Conseil général, la colonie du Sénégal qui va disparaître pour laisser place au territoire. Nous sommes dans cette colonie selon la volonté du système colonial, mais nous revendiquons nos différences. Nous revendiquons de mettre en place un mouvement qui se veut autonome. Nous voulons parler pour notre région. Ça,
Ce n'est pas une forme de distinction et d'autonomie. Le fait de refuser de s'associer à aucun autre parti et de parler uniquement pour ces populations, ce n'est pas une forme d'autonomie et de résistance, ça? Y a-t-il besoin de dire, dans cette période, dans le contexte des années 1946, 47, 48, 49, etc., qu'il faut être stratégique quand on revendiquerait une certaine autonomie, qu'il faut la revendiquer avec stratégie pour ne pas souffrir du système qui n'était pas encore totalement disparu. On peut donc comprendre pourquoi les MFDC dit nous ne cherchons à entraver ni les intérêts du Sénégal ou d'autres régions, parce qu'ils savent bien que dans ce contexte-là, les mouvements où les partis politiques africains étaient surveillés qui peuvent le contester. Et ils peuvent toujours être soupçonnés d'avoir ces velléités de leurs ancêtres. Et donc, de manière diplomatique, fait des revendications qui, juridiquement, ne verraient pas, je ne sais pas moi, une répression du système colonial. Disons une chose. Le Sénégal dont il s'agit ici, ce n'est pas le Sénégal tel qu'on le voit à partir des indépendances. Non. Le Sénégal, c'est un Sénégal sous la domination. Donc, contester et demander frontalement, d'accord, une autonomie de la région ou de quoi que ce soit, ne sera pas toléré. En fait, n'est pas imaginable dans son contexte-là. Et donc, on voit un MFDC parler de cadre général. Vous croyez qu'ils pouvaient dire autre chose au système colonial? Enfin, ils sont encore plus subtils, il me semble. Il y a besoin d'être subtil ici pour ne pas froisser le système en face, qui, bien évidemment, dans leur discours, parce qu'ils étaient surveillés, ils étaient contre sa présence. Bref, quoi qu'il en soit, voici ce qu'on peut dire des statuts du MFDC. C'est un mouvement dans ces statuts qui revendique son ancrage régionaliste, une identité régionale, la Casamance. Mais les MFDC, parce que culturellement armé, poursuit des objectifs universels de démocratie, de progrès social et d'amélioration des conditions de vie des peuples de la Casamance. En revendiquant l'autonomie dans sa façon de penser et d'imaginer cette région, le MFDC dit aussi au système colonial, nous l'imaginons tout en respectant le cadre sénégalais que vous formulez. Il faut dire les choses. Dans le contexte des années 1946, le MFDC, à travers ses statuts, illustre les prémices des luttes pour l'émancipation et l'autonomie dans l'AOF. Il préfigure les mouvements indépendantistes des décennies suivantes. Un tel mouvement qui préfigure ces luttes-là, on peut bien discuter cette idée ainsi que il est différent de ceux qui se revendiquaient de ce mouvement à partir des années 1980. La question à se poser, elle est tout autre. Elle serait plutôt de savoir comment ces réflexions initiales, portées à travers le théâtre et plus tard à travers les mouvements politiques, donc comment cette réflexion initiale, d'accord, a évolué dans le temps. Le MFDC s'est fondu dans le parti de Senghor, mais rappelons-nous, c'est un mouvement. Et un mouvement, il ne peut jamais disparaître comme un parti. Un mouvement, c'est des idées en marche, une fois lancé. Et donc, comment ce mouvement a évolué dans le temps? Notamment avec des tensions à l'intérieur de ce mouvement, parce qu'on a bien vu, quand certains sont allés rejoindre Senghor, certains ont créé des mouvements autonomes de la Casamance. Et d'autres, certainement, ont porté cet idéal de résistance par des armes intellectuelles telles que Diamacoune, mais par la force des choses, parce qu'ils véhiculaient le même discours de ces élites à la veille des indépendances, malgré le fait qu'elles soient menées par des armes culturelles et intellectuelles, on força les populations casamancaises
dans une guerre incivile que l'État y mena à partir des années 1980.